collègues. Beaucoup a déjà été dit par mes collègues. Je me concentrerai donc sur 3 points, le Brexit, les Balkans et les relations avec la Chine. Nous sommes exactement à 15 jours du Brexit et 994 jours après le référendum britannique de 2016. Nous ne savons toujours pas ce que le Brexit signifiera, ni même s'il aura lieu. Theresa May n'est pas encore KO, mais son pays est au bord du chaos. Madame la ministre, ce fut un honneur et un plaisir d'avoir pu vous accompagner la semaine dernière dans le cadre de votre déplacement à Londres. J'ai pu apprécier la rigueur et la clarté avec lesquelles vous avez défendu les intérêts de l'Union européenne et de notre pays lors de vos multiples entretiens. Compte tenu du vote qui aura lieu ce soir aux communes, si le Royaume-Uni demandait un report de la date de sortie, quelles seraient les raisons qui pourraient motiver l'accord de la France? En point d'orgue de votre visite, vous avez rencontré les représentants de la communauté française du Royaume-Uni. Ils ont apprécié la volonté du gouvernement de faciliter le retour de ceux qui le souhaiteraient. Pour ceux qui vont rester outre-Manche, dans l'éventualité d'une sortie, votre approche de la situation les a rassurés sur votre détermination à défendre leurs droits. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris la mesure de l'inquiétude de nos ressortissants. Aussi, je vous pose cette question, portée par les associations de défense de ces citoyens européens qui vivent dans l'angoisse, comme The 3 Million, British in Europe ou In Limbo. La France soutiendra-t-elle la demande de sanctuarisation du chapitre 2 de l'accord de retrait en cas d'absence d'accord afin de protéger les droits de 5 millions de citoyens européens? Il ne s'agit pas de rouvrir l'accord, mais que le Conseil européen mandate la Commission de préparer un accord séparé sur les droits des citoyens qui s'appuierait sur le chapitre 2 et qui puisse être ratifié avant la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union. Nous le voyons encore aujourd'hui, la question de la sortie du Royaume-Uni mobilise. Certains diront accapare les ressources de l'Union européenne depuis maintenant près de 3 ans. Or, au même moment, plusieurs pays dans les Balkans, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou encore le Kosovo cherchent quant à eux à se rapprocher de l'Union européenne et travaillent ardemment dans ce sens, comme vous avez pu l'observer lors de votre récent déplacement à Belgrade et à Skopje. N'oublions donc pas que l'Union européenne constitue encore pour de nombreux peuples une espérance, une garantie d'avenir, en un mot, un idéal. La Commission européenne a adopté l'année dernière une stratégie pour une coopération renforcée avec les Balkans occidentaux, structurée autour de 6 initiatives thématiques. Celles-ci recouvrent les principaux sujets sur lesquels nous pourrons avoir une action bénéfique et vont donc dans le bon sens. Nous constatons cependant, malgré ces intentions louables, que les pays des Balkans occidentaux font face à des risques majeurs aux conséquences néfastes pour eux-mêmes, mais également pour l'Europe dans son ensemble. Au niveau démographique et économique, les Balkans souffrent de la fuite de leur jeunesse et de leur population la mieux formée vers l'Union européenne. Comment peuvent-ils dès lors se développer durablement? Lorsque j'étais en Albanie en septembre dernier, il était proposé aux médecins des cours d'allemand pour leur permettre d'exercer en Allemagne. Comment peut-on se soigner en Albanie si tous les médecins sont attirés vers l'Union européenne? Et ce problème vaut pour tous les Balkans. L'Europe doit tout faire dans la mise en œuvre de sa stratégie de coopération pour mettre fin à ce double jeu et la France doit l'y encourager. Au niveau géographique et géopolitique, les Balkans font partie de l'Europe, bien qu'ils ne fassent pas partie de l'Union européenne. Même si la guerre est terminée depuis plus de 20 ans, les tensions sont toujours latentes dans la région. On le voit par exemple entre la Serbie et le Kosovo. Or, seule l'Union européenne, en tant que force de paix, est en mesure d'assurer la stabilité et un avenir commun entre ces peuples. Mettre les Balkans de côté, c'est également courir le risque de laisser cette région sous l'influence grandissante de la Russie, de la Turquie et surtout de la Chine. L'établissement de relations étroites et pérennes entre les Balkans occidentaux et l'Union européenne est donc un enjeu de valeur, mais également de sécurité collective. Que comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour rassurer ces pays sur la perspective d'accession des Balkans à l'Union européenne? Si ces pays se trouvent désormais
comme à peu près l'ensemble de la planète d'ailleurs dans l'orbite d'influence de la Chine, ce pays fera justement l'objet de discussions lors du Conseil de la semaine prochaine, en perspective de la tenue du sommet UE-Chine, tel que ça a déjà été évoqué. Ce sommet devrait être, bien entendu, centré sur les questions économiques et commerciales. Or, il est un enjeu dont l'importance stratégique ne se retrouve pas dans son traitement diplomatique. La République populaire de Chine exerce en effet une surveillance de plus en plus étroite de sa population et elle a développé pour cela une technologie des plus efficaces, sans s'embarrasser de considérations sur les libertés publiques. Malgré la volonté d'universalité des valeurs qu'elle défend, l'Europe ne semble pas avoir été en mesure de conditionner son partenariat économique au respect par la Chine des principes démocratiques ou liés au respect de la vie privée. Nous ne pouvons que le regretter, évidemment, mais nous sommes avant tout inquiets de la stratégie d'influence de Pékin qui promeut un système opposé aux valeurs démocratiques. Et nous assistons désormais à un recul des démocraties dans le monde. De plus, la Chine a commencé à exporter ses technologies en matière de contrôle et de surveillance. Elle livre gratuitement, en ce moment même, à Djibouti, un système de 600 caméras de surveillance avec reconnaissance faciale destiné à mettre sous surveillance toute la population. Ce système sera contrôlé par le siège des services de sécurité djiboutiens. Orwell l'a cauchemardé dans son roman 1984, la Chine va bien au-delà. C'est devenu l'ère du totalitarisme 2.0. Pouvons-nous continuer comme si de rien n'était? Et pour mon collègue André Gattolin, qui ne sait pas pourquoi le président chinois passe à Monaco, demandez à Huawei ce qu'ils offrent en ce moment dans la principauté. Sans nous faire aucune illusion sur ces causes, nous sommes particulièrement frappés du contraste entre l'attitude de l'Union face à la Chine et son attitude face à un pays comme le Cambodge. Ainsi, alors que les produits cambodgiens sont aujourd'hui exemptés de taxes douanières sur le marché unique dans le cadre de l'accord, tout sauf les armes, ces taxes pourraient être rétablies dès 2020 pour cause de violation systématique des droits de l'homme et du travail. L'esprit qui anime cette décision honore l'Union, mais pardonnez-moi, il y a là 2 poids, 2 mesures. En s'en prenant aux petits pays qui n'auront d'autre issue que de s'abandonner à la Chine, l'Union européenne se décrédibilise. Aujourd'hui, nous sommes au point où certains observent que des Chinois achètent des terres agricoles en France, bénéficient des aides de la PAC et expédient ensuite leur production vers la Chine. Est-ce tout cela bien cohérent? Sur tous ces sujets, Madame la Ministre, sachez que, comme vous, nous resterons aussi attentifs qu'exigeants. L'Europe a la capacité de faire face aux défis auxquels elle est confrontée et même de les transformer en autant d'opportunités pour se renforcer. Je sais que vous en êtes convaincus. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Colette Mello, enfin, au nom du groupe indépendant République et